Aujourd'hui, on va ajouter de la sécurité à notre API FastAPI, et on ne va pas le faire n'importe comment. On va le faire avec une authentification basée sur des standards, des permissions intégrées directement dans le token, et un vrai respect des principes REST. On poursuit la série là où on s'était arrêté dans l'épisode précédent. On avait posé les fondations du projet, le setup Python, le lint, les tests, et maintenant, on passe à la sécurité. Alors je sais que ce n'est pas forcément par là qu'on commencerait un vrai projet, mais j'avais très envie de m'y attaquer maintenant. Et promis, on va très vite se poser sur la modélisation dans les prochains épisodes. L'objectif de cet épisode, c'est de comprendre et d'implémenter une authentification moderne basée sur le protocole Auth 2 avec un identity provider que j'aime beaucoup, Auth0. On va aussi parler d'autorisation avec un modèle Airback pour Role Based Access Control, où les permissions sont directement incluses dans le JWT. Et surtout, on va le faire sans session et sans cookie pour respecter un principe fondamental des API REST. On ne maintient aucun état côté serveur. Notre exemple restera simple. Une bibliothèque avec des utilisateurs, des livres et des prêts. Juste assez pour comprendre comment gérer les rôles et les permissions, et surtout comment brancher tout ça dans FastAPI. Avant de rentrer dans le code, on va prendre 5 minutes pour comprendre ce qu'on fait vraiment. Pour gérer notre authentification et notre autorisation, on va se reposer sur des standards. Ce sont des sujets relativement complexes, et se servir de normes et de conventions, ça permet de mettre d'accord tout un tas d'acteurs. Et utiliser ce genre de standards va nous simplifier la tâche. Tu vas voir dans le reste de cet épisode, c'est assez incroyable. Pour les standards, on a Auth 2 et JSON Web Token, ou JWT. Auth 2 c'est quoi ? C'est un protocole qui permet à une application de demander l'accès à une ressource au nom d'un utilisateur. Alors c'est assez contre-intuitif, mais Auth 2 ce n'est pas fait pour faire de l'authentification, ça fait plutôt de l'autorisation et plus particulièrement de la délégation d'autorisation. C'est son cousin OpenID Connect ou OIDC qui permet de faire la véritable authentification. Alors je te fais pas de cours magistral aujourd'hui sur Auth 2, mais retiens juste qu'ici on va faire de la pseudo-authentification. Dans notre approche, ça n'en reste pas moins solide et standard, mais on ne se repose pas sur une identité forte. Auth 2 repose sur ce qu'on appelle des flows, ou des ground types. Dans notre cas, on va utiliser le flow authorization code. Dans un premier temps, on a un utilisateur qui va utiliser une application. Cette application, elle va le rediriger vers un fournisseur d'identité. Dans notre cas, tu verras plus tard que c'est Auth0, qui va lui demander de s'authentifier. En échange, l'application va recevoir un code qu'elle va échanger contre un access token. Et donc, à ce moment-là, elle va avoir un access token, ou un JWT dans notre cas, et c'est ce JWT qu'on va utiliser tout au long de la session de l'utilisateur, ou en tout cas jusqu'à ce qu'il expire, pour contacter l'API. Et alors dans le schéma, il y a quelque chose qu'on ne voit potentiellement pas, et c'est cette partie-là qu'on n'a absolument pas besoin de gérer, et c'est là toute la magie des standards. C'est Auth0 qui va authentifier notre utilisateur, donc on n'a pas besoin de se préoccuper d'avoir un couple email password ou une authentification forte ou un provider d'identité comme Google, GitHub, etc. C'est le fournisseur d'identité qui le gère pour nous. Alors ici on a un JWT qui provient de mon tenant Auth0. On a 3 parties dans ce JWT, un header, le payload et la signature, ils sont tous séparés par un point. Si on creuse du côté des attributs du JWT qu'on appelle des claims, on a l'issuer, donc c'est la personne, l'entité qui a généré ce token, dans ce cas-ci c'est mon tenant Auth0. Le subject, ici c'est un ID qui correspond à mon utilisateur dans mon tenant Auth0. L'audience, ici c'est pour dire que ce JWT n'est à destination que de l'API de bibliothèque. On a la date de délivrance du token, donc ici c'était il y a 2 jours à 18h48, l'expiration qui était ici 1 heure plus tard, et on a un attribut qui va nous servir un peu plus tard dans cet épisode et qui est super intéressant, qui est les permissions. Ensuite, on a le header, ici on a l'algorithme qui a été utilisé, le type et l'ID de la clé. Et c'est là où on peut parler d'un autre standard qu'on va utiliser dans notre cas, qui est le JSON Web Key. En vrai, il y en a 2. JSON Web Key et JSON Web Key set. Auth0 nous signe notre JWT avec une clé privée et nous met à disposition sur un endpoint HTTP qu'on verra plus tard les clés publiques qu'il utilise.
Et alors quand je vous dis qu'utiliser des standards c'est vraiment incroyable, je vous montre ça. Je retire mon JWT, je retire la clé publique, et ici l'utilitaire qu'on utilise est directement parti chercher la JWK, donc la clé publique, qui a été utilisée pour signer ce token, et il a vérifié la signature de ce token grâce à cette clé publique. Et tout ce process, c'est exactement ce qu'on va faire dans notre API. Pour la partie autorisation, on va utiliser RBAC. Alors RBAC, ça veut dire Role Based Access Control ou contrôle d'accès basé sur les rôles. L'idée est simple, on répond à la question qui peut faire quoi. Chaque rôle regroupe une série de permissions qui représentent des actions concrètes sur l'API. L'important, c'est que les permissions sont attachées au rôle et pas à l'utilisateur. Pour illustrer ce concept, on peut prendre différents rôles et différentes permissions. On a par exemple un rôle de bibliothécaire qui a la permission de consulter tous les livres, de les gérer, donc de les ajouter, de les modifier, d'approuver un prêt de livres. On a ensuite peut-être un rôle membre qui a le droit de consulter des livres, de faire une demande de prêt et de voir ses propres prêts. Et on a par exemple un autre rôle invité qui n'a le droit que de regarder le catalogue public. Pour nous simplifier la vie et utiliser OAuth 2 à son plein potentiel, on va utiliser un fournisseur d'identité managé. On va utiliser OAuth 0. Ici, je ne te fais pas de tutoriel pas à pas, il y en aurait pour 30 minutes, et c'est pas le but de cet épisode. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un tour de l'interface d'OAuth 0 et qu'on regarde un petit peu les composants principaux qu'on va manipuler. Pour commencer, on a notre API, ici Library API, qui est simplement une représentation de la configuration de l'authentification et de l'autorisation chez OAuth 0 pour notre API, qui sera du coup l'API FastAPI. Ensuite, on a une application, alors ici je l'ai nommé Swagger et Bruno, on va voir plus tard pourquoi, mais ce sont les applications clientes qui vont consommer notre API. Ensuite, on va retourner du côté de l'API pour aller voir les permissions que j'ai configurées. Je les liste pas toutes, mais du coup elles sont configurées à cet endroit-là. Ensuite, on a les rôles. J'en ai créé deux, la bibliothécaire et le membre de la bibliothèque. La bibliothécaire, elle a strictement toutes les permissions, ici. Et les membres de la bibliothèque, eux, ont 3 permissions. Récupérer les informations d'un livre, faire une demande de prêt de livre et accéder à ses propres demandes. Et du côté de la base de données utilisateur, je nous ai créé 2 utilisateurs. Un avec un rôle de bibliothécaire, donc ici librarian@fabien.sh, qui a effectivement toutes les permissions à travers le rôle librarian. Et on a un deuxième utilisateur qui me représente moi et qui a 3 permissions à travers le rôle library member. Bref, tout ça pour te dire, Code 0 nous fournit nativement tout ce dont on a besoin, toi et moi. Une gestion des permissions et des rôles, un JWT qui est bien formé, signé avec les permissions qui sont intégrées dans le token, une signature asymétrique avec RS256 et des JSON WebKey sets, et globalement une implémentation de OAuth 2 un peu opinionnée, mais fidèle au standard. Je te présente très rapidement le modèle de données et le routing de l'API sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui. Ici, on a les livres qu'on va manipuler avec un ID, un ISBN, qui est un identifiant international standard, le titre du livre et l'auteur. Ensuite, on a le prêt, qui contient un ID, qui pointe vers l'ID du livre qu'on va emprunter, l'ID de l'utilisateur qui emprunte le livre et un statut qui peut être requested, approved ou returned. Du côté des repositories, alors justement j'utilise un pattern repository pour accéder aux entités de mon domaine. On va se concentrer sur l'authentification et l'autorisation, donc on n'a pas de base de données, tout est en mémoire. On va avoir un repository pour les livres, on peut les récupérer grâce à leur ID, on peut les lister, on peut en créer. Ensuite, on va avoir un repository pour les demandes de prêt, pour les prêts, pardon.
On peut les récupérer par ID, on peut les lister pour un utilisateur, tous les lister, faire une demande de prêt, l'approuver, la supprimer. Du côté du routing, on ne va pas créer toutes les routes, on va se concentrer sur les prêts. On va pouvoir faire une demande de prêt, on va pouvoir approuver une demande de prêt, lister ses propres prêts et lister l'intégralité des prêts. Et j'ai une petite route bonus qui permet de faire de l'introspection, ça va nous aider un petit peu plus tard. Et maintenant que tu as le contexte, on va enfin passer au code. Pour aller plus vite, je nous ai créé une base sur laquelle on peut commencer à travailler. Je t'explique rapidement ce qu'il y a, mais tout le code est sur GitHub si tu veux creuser. Dans un premier temps, on va aller du côté des dépendances. Je nous en ai ajouté quelques-unes. Dans les dépendances de dev, je nous ai ajouté une intégration d'HTTPX, qui est un client HTTP Python. Une intégration avec PyTest. Ensuite, je nous ai installé PyIdentic Settings pour gérer de façon relativement propre notre configuration d'API. On a 2 paquets pour le décodage et la vérification de la signature des JWT. On a CacheTools, qui est un utilitaire de cache in-memory, et je t'explique un petit peu après pourquoi est-ce qu'on va en avoir besoin. Et je crois que c'est tout, on avait déjà HTTPX, je crois, qui est donc, comme je le disais, un client HTTP pour Python. Du côté de la configuration, on a un nouveau fichier de configuration ici. J'ai une classe de settings qui est orientée authentification. En gros, j'ai pris tous les éléments de configuration de Auth0, donc l'URL du tenant Auth0, le nom de l'audience, l'endpoint pour récupérer les JWKS, tout un tas d'autres choses, le client ID pour Swagger, et je les ai mis dans cette configuration pour qu'on les ait à disposition là où on en a besoin. Ensuite, j'ai revu le fichier main que j'ai découpé en 2. La première partie que j'ai appelée kernel, qui contient le strict minimum. Elle déclare l'application FastAPI, elle vient ajouter 2 routeurs et elle vient démarrer le serveur avec UVcorn. Et alors justement, la deuxième partie du fichier main que j'ai splitté, elle se situe ici. J'ai découpé chaque route et je les ai rassemblées dans 2 modules de routing. Un premier pour la route d'introspection et un deuxième module de routing pour les prêts, où on vient déclarer ce qu'on attend en entrée des endpoints et on vient déclarer chaque endpoint dans ce fichier. Et tout à l'heure je t'ai présenté le modèle, donc on va refaire un tour très rapidement. Comme je le disais, on a un livre, on a un loan avec des statuts et j'ai ajouté un petit peu de logique métier dans les entités pour récupérer une demande de prêt, pour l'approuver et pour retourner le livre prêté. Du côté des repositories, on en a 2, un pour les livres, un pour les prêts. Et dans l'implémentation concrète de ces repositories, on a ça ici. Alors je ne rentre pas dans le détail, ce sont des repositories qui sont en mémoire. Et je viens simplement créer, en l'occurrence, des livres pour avoir une base sur laquelle commencer. Je te fais une petite démo sur l'interface Swagger. Ici, alors celui-là va nous renvoyer une erreur parce qu'on ne gère encore rien du tout du côté de l'authentification. Je vais essayer, par exemple, de faire une demande de prêt. Hop, ça marche. Ici, je peux un peu plus loin l'approuver. Hop. Ici, on voit qu'il a été approuvé. Et si je descends un petit peu, peut-être remonter d'ailleurs. Hop là, ouais. Ici, je vais lister tous les prêts, pardon. Et on voit bien la demande de prêt que j'ai fait. Donc là, pour le coup, tout est déclaratif, il n'y a rien qui est lié à une identité en particulier et on ne fait aucune autorisation. J'en profite pour te montrer un client HTTP qu'on va utiliser à la place de l'interface Swagger qui s'appelle Bruno. C'est un client HTTP qui est orienté API, c'est un peu l'équivalent d'un autre que tu connais peut-être qui s'appelle Postman.
tout ce que je viens de te montrer est déclaré ici. Donc ici, on a le même genre de réponse. Hop, je peux approuver mon prêt et je peux récupérer tout ça. Et c'est ce client HTTP qu'on va utiliser tout au long de cet épisode et de la série. On est parti toi et moi pour commencer l'implémentation. On va d'abord configurer OAuth 2 dans FastAPI. Et je te répète depuis le début de l'épisode qu'on se repose sur des standards et que ça va nous simplifier la vie. Et c'est un exemple de plus. OAuth 2 est supporté nativement par FastAPI. On va commencer dans config.py et on va commencer par créer une fonction. Alors ici, j'avais déjà tout préparé à l'avance, donc Copilot arrive à retrouver ses petits. Ici c'est OAuth 2 avec une majuscule. Donc ici on vient configurer FastAPI de sorte qu'il comprenne qu'il supporte OAuth 2 avec le flow authorization code. On vient lui filer tout un tas d'informations, l'URL qui lui permet de faire l'autorisation, l'URL de refresh pour rafraîchir le token et l'URL pour échanger pour échanger son code d'autorisation contre un access token. Maintenant, on va... Alors en soi, ça ne change rien, ce qu'on vient de faire. Ce qui va être important, c'est de l'utiliser dans le routing, et c'est ce qu'on va faire. On va lui demander de récupérer un JWT, alors c'est annotated, hop, de type string, et on va faire ça. Donc ici concrètement, on lui dit qu'on souhaite récupérer dans cette méthode sur cet endpoint un JWT, et on utilise le système de gestion de dépendance de FastAPI et on lui dit qu'on a besoin de la configuration de OAuth. Donc concrètement, ce que ça lui fait dire, c'est qu'il a besoin d'un access token dans le header authorization pour cet endpoint. En gros, ça lui dit que cet endpoint, il est authentifié. Et maintenant, on va simplement le retourner. On se retrouve sur l'interface Swagger, et ici on peut voir qu'il y a un nouveau bouton qui est apparu, Authorize. Donc à travers la configuration de FastAPI, il nous a généré une spec OpenAPI qui supporte le flow authorization code, et donc l'interface Swagger est capable de le comprendre. Et vous allez voir, quand je vous dis que c'est magique, c'est vraiment magique. Je fais Authorize, et ici, je peux m'authentifier avec mon tenant auth 0. Alors juste avant la vidéo, j'ai tout configuré, ce qui fait que je n'ai plus qu'à m'authentifier. Magie, je suis authentifié, j'ai à présent un JWT, et si je pars faire un petit peu d'introspection, je récupère mon JWT. C'est parfait. Juste avant de reprendre, j'ai modifié l'endpoint d'introspection pour décoder le JWT et nous renvoyer du coup son payload. Si on repart sur Bruno, je vais le configurer pour qu'il ajoute un header authorization avec un JWT. Hop. Et si on fait de l'introspection, on a du coup à présent ce payload qui ressemble du coup à celui qu'on a vu tout à l'heure. Et alors ce qui est plutôt cool avec ce payload, c'est qu'on commence à avoir pas mal d'informations, on a les permissions et on a le subject, ici qui représente mon identité. Alors justement ça tombe bien parce qu'on en a besoin dans certains endpoints. Typiquement, dans request alone, on a un user ID. Alors ça devrait pas être déclaratif, ça devrait être attaché au JWT que je fournis lorsque je m'authentifie avec la requête à l'API. Pour ce faire, je vais ajouter un petit peu de logique autour du JWT et je te retrouve dans quelques instants. Et c'est tout bon. Si on revient sur l'endpoint d'introspection, on récupère toujours un JWT et on le fait avec une nouvelle méthode authentication et avec un nouvel objet qui s'appelle JWT. La méthode authentication fait exactement la même chose que précédemment, à l'exception du fait qu'elle retourne un objet qui a un modèle avec tout un tas de champs qui proviennent du coup du payload du JWT. Du côté des prêts, on a
changer quelque chose. Alors ici on crée un routeur global sur le préfixe launch et on vient lui ajouter une dépendance. Donc ça en gros ça dit maintenant toutes les routes que tu déclares sur ce routeur là, elles vont avoir besoin d'authentification. Et j'ai fait deux petites modifications. On a deux endpoints qui ont besoin de l'identité de l'utilisateur derrière la requête. Typiquement, quand on va faire une demande de prêt, on a besoin de savoir pour qui. Donc ici, on a remplacé. Avant, on avait. Alors, c'était ici. Ouais, ici, on avait un user ID. Hop, qu'on a retiré. Et on vient simplement récupérer le JWT depuis cette dépendance-là. Et on peut récupérer le subject, qui sera l'ID utilisé pour le user ID. Même chose ici pour lister les demandes de prêt pour un utilisateur. Dans Bruno, ça ressemble à quoi? Alors, on a exactement la même chose. Ici, on récupère un dictionnaire. Alors, on n'a plus les acronymes. On a bien ici issuer, subject, audience. Mais il y a peu de choses qui changent. On peut toujours demander... alors ici, j'ai pas redémarré le serveur. Je recommence. Ici, on peut demander, on peut faire une demande de prêt, on peut l'approuver, on peut récupérer ces demandes de prêt et on peut récupérer l'intégralité des demandes de prêt. Alors ici, il n'y en a qu'une seule. Autre chose qu'on peut tester maintenant, je vais au hasard sur cet endpoint. Alors ici, j'ai, c'est l'avantage d'utiliser un client d'API. Ici, on déclare l'authentification à l'échelle de toute la collection, donc de toutes les routes. Avec le bearer token, je vais juste l'écraser ici. Je vais lui dire de ne pas hériter de la configuration globale, mais de n'avoir aucune authentification. Donc là, si je fais ça, on a bien une 401 unauthorized avec le payload qui nous dit qu'on n'est pas authentifié. Tu l'as peut-être vu venir, mais dans notre implémentation actuelle, on a un gros problème. On décode le JWT, on peut considérer que c'est bon, on a bien son payload, mais il y a quelque chose d'essentiel qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne vérifie pas sa signature. Donc là ici, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai créé un JWT, donc je l'ai créé de toutes pièces. Ici on va aller un petit peu plus loin et je vais essayer de te montrer à quel point c'est dangereux. Donc ici, je vais pouvoir me faire passer pour un admin par exemple et me donner... Ouais, il n'est pas content, c'est normal là. Je peux lui dire que je peux approuver les demandes de prêt et je peux me filer tous les droits admin. Et donc là, je récupère le JWT. Ici, je remets en inherit. Hop, je ferme tout ça. Et là, je le colle, je sauvegarde. Et donc là, magie, je suis admin @fabien.sh et j'ai des permissions qui sont relativement élevées. Et donc, ici, je peux faire tout un tas de choses. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore fait la couche d'autorisation, mais quand on la fera plus tard, on a envie de s'assurer de quelque chose, c'est que le JWT a été émis par Auth0, par mon tenant Auth0 et pas par n'importe qui. Et c'est là qu'entre en jeu JWKS, JSON WebKey Set, qui est implémenté par Auth0. Et donc ici, je suis sur un endpoint well-known, jwks.json. Ça fait partie du standard sur mon tenant Fabien SH sur Auth0. Donc ici, on a les deux clés publiques actuellement qui sont utilisées par Auth0, enfin les clés qui sont utilisées par Auth0 pour signer. Donc là, on n'a pas la clé privée, elle reste entre les mains de Auth0 uniquement, parce qu'il n'y a que lui qui peut signer les JWT. Par contre, on a accès à la clé publique. Ici, je reprends l'exemple du JWT que j'ai créé de toutes pièces tout à l'heure. Je lui ai ajouté un key ID. Ici, si je fais ça, déjà il nous dit qu'il n'arrive pas à récupérer la clé publique pour le JWT parce que la signature ne correspond à rien. Et alors si je copie ça, ici, il nous dit que la vérification de la signature a échoué. Effectivement, je n'utilise pas la clé privée qu'utilise Auth0 et qui est la clé privée de cette clé publique. Maintenant, on va essayer de corriger ça dans notre API. On va récupérer toutes les clés publiques depuis l'endpoint JWKS et on va, à l'aide de ces clés publiques, vérifier la signature des JWT. Et on se retrouve dans quelques instants. Et on est bon. Alors,
On a créé une fonction qui nous permet de récupérer une JSON Web Key en fonction du key ID qui est présent dans le header du JWT. On lui file un client que j'ai préconfiguré juste avant, un client HTTP en utilisant HTTPX. Il va faire la requête. Si jamais il y a eu un souci, donc une erreur 300, une erreur 400, 500, il va lever une exception. On récupère le contenu des JWK et pour chacune des clés, on vient vérifier si le key ID correspond à celui du JWT. Si c'est le cas, on lui renvoie la clé publique. Et dans la méthode Authentication, celle qu'on a créée tout à l'heure, il n'y a pas grand chose qui change. On fait toujours ici le gros du travail, à savoir le décodage du JWT en vérifiant la signature. Au préalable, on récupère l'ID de la clé dans le header sans vérifier quoi que ce soit. On n'a pas besoin de faire confiance au JWT pour l'instant pour récupérer cette key ID. S'il n'y en a pas, il lève une exception. Il utilise la méthode qu'on a utilisée, qu'on a créée au préalable pour récupérer la clé publique correspondant à cette ID de clé. S'il n'y a pas de clé, alors du coup, c'est qu'il y a un problème, il va lever une exception. Et donc là, c'est le gros du travail qui est fait. Alors pour ça, on n'utilise pas JWT, qui vient récupérer le JWT brut, la clé publique. On lui donne l'audience pour laquelle on attend le JWT. Donc ici, on doit avoir dans le JWT une audience au minimum avec Library API, l'algorithme de signature, et ici on appelle ça un leeway, donc c'est une marge de manœuvre. Si jamais le JWT a expiré de 10 secondes lors de son traitement, PyJWT va considérer qu'il y a un petit peu de marge de manœuvre et il ne va pas considérer le JWT comme expiré. Ça c'est pour prendre en compte la latence réseau qui peut exister. 10 secondes c'est plus que large. Ensuite, on va faire un petit peu de user experience. Alors ici, on peut voir que je ne gère aucune des exceptions. Et c'est normal, donc on va utiliser les exceptions natives de PyJWT. Et alors justement, on va les utiliser dans un exception handler. Ici, on vient juste dire que lorsque on reçoit une PyJWT error, on va renvoyer une erreur en 401, donc unauthorized, avec le détail de l'exception. Et alors ça, on vient l'ajouter dans le kernel. Du côté de l'application, on vient ajouter pour ces exceptions-là ce handler. Et donc ça fait qu'on aura de jolies exceptions lorsqu'il y aura un problème d'authentification. Et on vient faire un truc plutôt cool en plus. On vient ajouter un petit peu de détails autour des erreurs qui peuvent être retournées. Donc ici, on a déclaré un objet de modèle, qui s'appelle Authentication Error, avec un champ, avec un exemple et une description. Et ici, dans le kernel, on vient lui dire que lorsque l'API retourne une 401, il y aura systématiquement, la réponse aura systématiquement cette forme-là. Et alors du coup, ce que ça donne du côté d'OpenAPI et de l'interface Swagger, ça donne ça. Ici, on commence à avoir un petit peu d'informations. On a une Authentication Error. Et alors, vu que je l'ai déclaré sur l'application FastAPI, cette information, elle est disponible sur tous les endpoints. Ça veut dire que quand on vient ici regarder la documentation d'API, on sait qu'on peut recevoir une 401 unauthorized et qu'il y aura ce type de payload avec le schéma ici, avec quelques exemples. Et ça, on l'a sur tous les endpoints. Si on repart du côté de Bruno pour tester notre endpoint, alors j'ai pas changé le JWT dans le header authorization. Ici, on va bien avoir une erreur qui sera levée avec une 401 qui nous dit que la vérification n'a pas pu être vérifiée. Et je vais tester quelque chose. J'ai un JWT qui est valide, qui a été signé par Auth0, mais qui est expiré. Et donc si je fais ça maintenant, il nous dit bien... Alors le message n'est pas très clair, la signature est bonne, mais le token est expiré, le JWT est expiré. Maintenant qu'on commence à avoir de l'authentification qui est plutôt solide, on va pouvoir tester le flow de bout en bout. Et je le redis encore, c'est là toute la magie des standards et des conventions et des normes. Bruno gère OAuth2 nativement, et donc ici, je l'ai configuré. Donc je lui ai précisé la callback,
j'ai des variables ici dans Bruno avec différentes URL, l'audience qui est attendue, et je vais pouvoir faire un get access token. Et là c'est magique, je tombe sur la page d'authentification, je vais pouvoir m'authentifier auprès de mon tenant Auth0. Token fetch successfully, et regardez-moi ça, c'est super pratique en plus, on a bien le JWT, l'access token, avec toutes ces claims. Donc on voit bien l'issuer, l'audience, quand est-ce qu'il va expirer, quand est-ce qu'il a été issued, le subject, donc ça c'est l'ID de mon utilisateur chez Auth0, les permissions qui sont associées. Alors on a en plus un refresh token et un ID token, donc ça c'est utilisé par OpenID Connect. On l'utilise pas du tout, mais Auth0 le gère plutôt bien. Donc si je repars ici, voilà, j'ai bien mon JWT qui a été signé par Auth0, qui a été récupéré automatiquement par Bruno. Et je peux faire pas mal de petites choses. Donc ici, je peux faire une demande de prêt, je peux l'approuver, et je peux récupérer toutes les demandes de prêt. C'est magique. Et c'est une transition parfaite pour la suite de la vidéo, parce qu'il nous manque quelque chose d'essentiel, la gestion des permissions, donc toute la couche d'autorisation. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai pu faire une demande de prêt, et j'ai pu l'approuver alors que je ne suis logué que sur mon compte membre de la bibliothèque. Donc, je ne suis pas censé avoir le droit d'approuver ma propre demande de prêt. Je vais implémenter ça, on se retrouve dans quelques instants. Et c'est tout bon. Si on repart dans l'init du package security, j'ai ajouté une classe permission qui est un enum avec toutes les permissions de l'API. Donc ça va être super important de maintenir cet objet avec, de le maintenir synchronisé avec la configuration de l'API que je t'ai montré tout à l'heure dans Auth0. Une permission qui est dans Auth0 doit forcément être dans les permissions de FastAPI et inversement. Et le gros de la logique se trouve dans ce module. Ici, dans cet objet, on récupère une liste de permissions qui sont attendues et on vient vérifier qu'elles sont bien dans les permissions du JWT. Si c'est le cas, on retourne sans rien faire, c'est que tout se passe bien. Si ce n'est pas le cas, en revanche, on va retourner une exception, 403 forbidden, avec quelques informations, donc insufficient permissions, avec ce qui était attendu comme permission pour l'endpoint et ce qui a été donné pour le JWT. Je rentre pas nécessairement dans le détail sur cette classe et cette fonction. Globalement, c'est du sucre syntaxique. Par contre, je vais te montrer comment c'est utilisé. Et on va pouvoir aller dans les launches. Et donc ici, tout se joue au niveau des dépendances. Concrètement, on a créé une dépendance, require permissions, qui prend un set de permissions. Et cette dépendance sera appelée. Lorsqu'elle sera appelée, ici dans le call, on va récupérer le JWT et on va faire cette vérification. Si la vérification passe, on rentre bien dans cet endpoint. Si c'est pas le cas, on a une 403 qui est retournée à l'utilisateur. Donc pour l'endpoint request alone, j'ai besoin de la permission loan request. Pareil pour l'approbation, pour la récupération de ses propres demandes de prêt, et pareil pour la récupération de toutes les demandes de prêt. Comme tout à l'heure, on gère les exceptions assez finement, histoire d'avoir une expérience utilisateur quand on consomme l'API qui soit bonne. Donc on expose un authorization detail et une authorization error avec un handler. Pareil, je rentre pas dans les détails parce que du coup on vient écraser un handler natif de FastAPI, mais on le fait correctement. Et ici, on a bien un nouveau handler, et pour les forbidden, on lui dit que on aura une réponse qui ressemblera à ça. Si on va du côté de l'aspect OpenAPI, ça va nous donner ça. Si je recharge, on a bien authorization error, et donc ici pour une 403, donc elles sont bien listées dans tous les endpoints, et on a bien un exemple du retour qui sera fait. Si on repart du côté de Bruno, je peux bien
Donc alors je suis toujours sur ma session utilisateur, hey@fabien.sh, donc j'ai un rôle membre de la bibliothèque, donc j'ai le droit de faire ça a priori. On va vérifier, introspection. J'ai bien loan request, loan read, book read, donc j'ai bien pu faire ma demande de prêt. Maintenant si j'essaie de l'approuver, c'est exactement ce qu'on attendait, l'API nous jette une erreur, elle nous dit 403 forbidden, tu n'as pas les permissions suffisantes pour effectuer cette action. Par contre, je peux bien récupérer ma demande de prêt. Et ça, pareil, c'est une action qui est réservée au gestionnaire, enfin à la bibliothécaire ou au bibliothécaire. Je n'ai pas le droit de lire de récupérer toutes les demandes de prêt. Par contre, on peut essayer de le faire. Ici, je vais juste lui dire de supprimer tout le cache. Donc, tous mes cookies de session sur mon tenant auth 0 ont été supprimés. Donc, si je fais un get access token, il va me demander de me reconnecter. Ce que je vais faire avec mon utilisateur de bibliothécaire. C'est chose faite. Si je vérifie mon access token, je vois que j'ai des permissions qui sont plutôt intéressantes. Si je regarde l'intégralité des permissions, j'ai loan read, book manage, loan approve. Donc si je repars sur approve loan, voilà, maintenant j'ai le droit de le faire. Et donc si je récupère, si je récupère ma liste de prêts, voilà, je n'ai pas de prêts en mon nom. Par contre, si je récupère la liste de tous les prêts, j'ai bien le prêt qui a été fait par mon autre utilisateur que je viens d'approuver. Alors j'avais prévu une section sur les tests, la vidéo commence à être un petit peu longue donc je vais m'arrêter là, tout le code est disponible sur GitHub. J'avais aussi prévu une section pièges et bonnes pratiques, mais pareil, donc la vidéo commence à se faire un peu longue, donc je passe là-dessus. Note quand même que notre implémentation, elle est plutôt standard, elle est relativement solide. Il va quand même nous manquer 2-3 petites choses. En tout cas, il y a des questions à se poser quand on parle d'autorisation et d'authentification. Si jamais tu as des questions ou même des remarques sur l'implémentation, n'hésite pas à poster un petit commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre. Et puis voilà pour moi. On a ajouté à notre API une couche de sécurité moderne qui repose sur des standards. OAuth 2, JWT avec vérification de signature et une gestion des permissions avec du airbag. Notre API est RESTful et stateless et elle sait maintenant qui fait quoi. Dans le prochain épisode, on va parler d'observabilité, log, métriques et traces avec OpenTelemetry et comment brancher et visualiser tout ça pour s'assurer que notre API est en bonne santé. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!